Subversive, ironique, satirique et caricaturale, mais le mot vient plus tard. Donc c'est ce chemin en fait des images satiriques mentales aux images satiriques visuelles que je vous propose de faire. Le terme gauloiserie n'apparaît véritablement qu'au XIXe siècle dans les dictionnaires. Il désigne la fantaisie, l'impudeur, le comique, la grivoiserie, la licence. En 1872, par exemple, il signifie une plaisanterie un peu libre. Et en 1875, le caractère de ce qui est exprimé de façon libre. Donc, gauloiserie et liberté sont des concepts qui vont aller de pair. Mais évidemment, liberté et rire sont aussi très dangereux, trop subversifs. Et l'ironie va nous être très utile dans cette perspective, puisque l'ironie sert de masque. Elle permet d'éviter la censure, elle permet d'amoindrir le choc de la force comique, la vis comica, comme disaient les anciens. L'ironie, c'est donc une figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre. Une antithèse plaisante, qui finalement est beaucoup plus sérieuse qu'elle n'en a l'air, et où le problème qui se pose est que celui qui inverse ce qu'il veut dire réussit bien sûr à cacher ce qu'il veut dire, mais craint justement de ne plus être compris. Donc avec la réflexion sur l'ironie, on va aussi croiser la réflexion sur l'intelligibilité, la communication et une autre forme de langage. Et c'est vers ça aussi que je vais m'orienter, évidemment, dans ce contexte de l'école de langue. Donc je vous propose de réfléchir sur l'ironie et la caricature, deux formes de figuration satirique, littéraire, artistique, à travers un parcours historique large, très large, trop large, voire peut-être même caricatural lui-même, puisque en une heure, évidemment, traverser 5 siècles, c'est un pari un peu osé. J'aimerais commencer avec les théories antiques du rire, jusqu'à l'art de la caricature. Donc vous voyez un peu le cheminement, en passant par quelques étapes fondamentales dans l'histoire littéraire, des auteurs ironiques phares. Ainsi, je voulais passer... Après le rappel des théories du rire antique, du XVIe siècle jusqu'à nos jours, à travers les étapes suivantes. Rabelais et l'affaire des placards. Donc je vais passer par des grandes affaires qui ont eu des répercussions en littérature. Tabarin et l'interdiction de la farce. Frondeur et Mazarinade. Voltaire et l'affaire Calas. Zola et l'affaire Dreyfus. Pour arriver aux caricaturistes de l'après-Charlie, puisque maintenant nous sommes dans une ère après-Charlie, d'après les dernières publications qui viennent de paraître. Voilà donc le programme que je vais essayer de tenir, donc ça va être un petit peu évidemment rapide. J'aimerais commencer en fait par, non pas une caricature, mais une gravure, et nous verrons que le lien évidemment est toujours très fort entre les deux. Cette gravure date de 1635, elle est de Crispin de Pas, et elle s'appelle « Le monde à l'envers ». Donc, vous le voyez, il s'agit d'un globe terrestre inversé, puisqu'à l'époque, il était surmonté d'une croix. Et cette croix est maintenant à l'envers. Croix à l'envers, qui dit donc antéchrist, diabolisme, etc. Au centre de ce globe, vous avez des scénettes des vices du monde. Le monde est fou, le monde est mauvais, le monde va mal. Ce n'est pas nouveau. Et c'est ce que met en avant cette gravure, qui est surmontée au sommet, vous le voyez, du diable, qui couronne le fou, avec son bonnet de fou ou de bouffon du roi, en pleine scène de licence, à la fois érotique et cupide, puisqu'on a les plaisirs de la chair et les plaisirs d'argent en même temps, sans parler des plaisirs du vin et de la bonne chair, dans toutes ces significations. Cette folie du monde, ce monde qui va mal, est regardée par deux grandes figures philosophiques, Héraclite et Démocrite. Alors je ne parlerai pas de Héraclite et Démocrite tels les philosophes réels, qui ont écrit et qui ont une importance fondamentale en philosophie. Je parlerai des figures postérieures qu'ont légué ces philosophes en tant qu'emblème représentatif. Face à cette misère du monde, cette folie du monde, deux attitudes complètement opposées. Héraclite pleure face à la misère du monde, tandis que Démocrite choisit le parti de rire de la misère du monde. C'est ce qu'explique donc, c'est ce que signifie cette gravure, avec donc ces deux figures emblématiques de ce qui va devenir le masque de la comédie et le masque de la tragédie. Donc Démocrite est le premier jalon dans ces théories du rire antique,
Et donc je vais essayer pendant quelques minutes de les passer en revue. Je me suis permis de les inscrire pour que ça soit plus clair peut-être pour les étudiants. Avec donc une réponse négative ou positive et des arguments qui viennent les appuyer. Donc Démocrite, comme je viens de vous le dire, oui, évidemment, il faut rire, on doit rire pour survivre. C'est un rire de survie. C'est une question de vie ou de mort. Soit on se suicide, soit on rit. Donc c'est un rire exutoire, un rire libérateur, un rire de survie. Donc rire de la misère du monde plutôt que de la pleurer. Le second jalon philosophique, c'est Platon. Tout le temps Platon, toujours à Platon. Platon et plus particulièrement le Philèbe, qui est aussi intitulé Sur le plaisir. Dans le Philèbe, Platon va lier rire et connaissance. Platon, évidemment, c'est le disciple de Socrate, et Socrate, c'est l'auteur du fameux adage « Connais-toi toi-même ». On ne peut rien connaître du monde si on ne se connaît pas d'abord soi-même. Et donc dans cette perspective, l'homme ridicule, enfin l'être ridicule, l'homme ou la femme ridicule, est celui qui ne se connaît pas lui-même. Donc le rire va porter sur la méconnaissance de soi. Ce rire peut être plaisant chez le faible, qui n'a pas les moyens de se connaître. Il est redoutable chez le fort, qui l'utilise comme une arme. Et donc de ce point de vue-là, le rire peut aussi bien être un signe de joie qu'un signe de peur et de terreur. Donc le rire avec Platon est déjà ambigu. Il est à la fois plaisir et peine, souffrance et joie. C'est cette idée que reprendra bien plus tard Nietzsche dans son grand texte « Le gai savoir », avec cette préface au gai savoir. Le savoir gai, on retrouve cette alliance de la comédie et du rire de survie et lié à l'épistémologie, le savoir. Et ainsi on a par exemple cette citation de Nietzsche: « Je me ris de tout maître qui n'a pas su rire de soi ». Il faut savoir rire de soi pour montrer sa connaissance de soi-même, mais aussi son intelligence. Les premières limitations, nuanciations qui sont arrivées dans cette vague affirmative à la question posée viennent d'Aristote. Aristote est le premier à avoir, dans sa poétique, limité le pouvoir du rire et le premier à lui avoir donné des bornes éthiques. Oui, certes, la comédie est l'imitation de l'homme dans ses qualités bonnes ou mauvaises, souvent inférieures du point de vue moral, mais le rire ne doit pas blesser ou faire mal. Donc c'est pour ça que je vous parlais de limites éthiques. C'est avec Aristote que vont commencer toute une série de réflexions sur les bonnes conduites du rire et les traités de bienséance du rire et de contextualisation du rire, qui n'est plus un rire en soi, mais un rire ponctuel, et qui, selon le point d'ancrage de cette ponctualité, peut devenir un obstacle ou au contraire un moyen de dépassement. Et on est là en fait dans l'origine de ce que va ensuite écrire bien plus tard Baudelaire avec le rire significatif et le rire absolu. Il y a une forme de rire absolu qui effectivement déchaîne les zygomatiques et le corps dans tous ses états. Enfin, je n'irai pas dans le détail, mais il y a des traités sur les orifices qui sont concernés par le rire, et vous en avez sans doute eu l'expérience lors d'un fou rire. Et donc de ce point de vue-là, le rire n'est pas bienséant, il déchaîne le corps, beaucoup trop violemment. Donc il faut lui donner des bornes. Et alors c'est ce que propose Aristote dans sa poétique, dans sa rhétorique et dans son éthique également. L'amusement est un moyen de relaxation. Il calme la colère et en ce sens est positif. Mais il faudrait exclure tout rire qui donne du chagrin, explique Aristote. Et c'est donc avec Aristote qu'on a cette idée d'un rire qui devrait être moral, avoir une vertu éthique, qui pourrait, de ce point de vue-là, corriger les mœurs. Et c'est la fameuse notion de la catharsis qui, normalement, est attribuée à la tragédie, dans les discours d'Aristote, qui va être également repensée en fonction de ses propositions sur le rire. Alors on ne parle pas de catharsis comique chez Aristote, mais la notion va venir plus tardivement. On utilise une formule de Jean Santeuil, castigat ridendo mores. Castigat, il châtie, punit, ridendo en riant, mores les mœurs. Donc châtier les mœurs par le rire. Le rire n'est plus du tout un rire de survie, il est un rire au contraire
d'orthodoxie, de bon chemin à suivre. Et la catharsis est un terme médical à l'origine. Et on va voir que le thème médical est souvent lié au thème du rire, bien entendu. Catharsis, c'est purgation, saigner plus tard, ou purification aujourd'hui. Et puis Rabelais, les grands auteurs dont je vais vous parler, Rabelais était médecin. Et donc cette expulsion nécessaire du rire par tous les orifices du corps est aussi quelque chose de médical. Après Aristote, nous avons la grande étape de Cicéron. Cicéron qui va donc partir du fait que, évidemment, le rire est nécessaire surtout pour un orateur, puisque Cicéron écrit De Oratore, et que le rire est en fait un moyen nécessaire pour emporter la conviction. Aucun orateur ne pourra plaire et instruire s'il ne fait pas rire, ou du moins sourire. C'est la base de tous les traités de politique ensuite et d'argumentation rhétorique. Donc il y a un rire, cette fois-ci, utile. Un rire utile pour l'orateur, parce qu'il affaiblit l'autre en le ridiculisant, et parce qu'il intéresse le lecteur, il le capte, c'est la captation. Donc à partir de là, étant donné cette utilité fondamentale du rire pour l'orateur, Cicéron va proposer une typologisation des différents rires. Il y en a plus de 1000 dans ses traités, hein. Les rires de mots, double entente, mots inattendus, pointe, calembour, etc., etc. Ou les rires qui viennent des idées, histoire drôle, allusion, ironie, satire, etc. Donc c'est à partir de Cicéron qu'on commence à typologiser les choses. Voilà pour l'étape antique. Il va y avoir un frein notable dans toute la période médiévale chrétienne, puisque les premiers vrais, enfin pas vrais, ça dépend de chacun, les arguments les plus imposants qui vont être opposés à ces théories du rire, qui deviennent des théories licencieuses, voire même interdites de lecture, ce sont les pères de l'Église qui proclament haut et fort que le rire est un phénomène diabolique, en revenant sur l'argument corporel. Il déforme le visage, il fait ressembler à l'animal. Donc le rire, parce qu'il déforme le corps, est une animalisation, et c'est ce qu'on verra après dans la caricature de Daumier et des autres, ou une diabolisation, c'est-à-dire une insulte à la création et à la créature telle qu'elle a été faite, telle qu'elle aurait été faite. Une manifestation d'orgueil, en tout cas, parce que le rire est une... Et là, on prépare Bergson bien plus tard, le rire est aussi un signe de supériorité. C'est ce que expliquera Bergson plus tard. Donc, l'argument majeur, il est dans l'Évangile selon saint Luc, « Malheur à vous qui riez, maintenant parce que vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Alors évidemment, il y a une contextualisation. C'est la temporalité. Le monde est changeant. On évolue. On n'est pas toujours dans la gaieté ou dans la tristesse. Mais cette citation va être sortie de son contexte, va s'arrêter juste après « Malheur à vous qui riez », point. On va transformer ça en point d'exclamation, on enlève la contextualisation et ça devient donc évidemment une réponse non catégorique. L'autre argument qui est souvent utilisé, c'est que le Christ n'aurait jamais ri. C'est un argument qu'on retrouve dans de très nombreux textes également. Donc une mise en soupçon du rire. Le rire est signe démoniaque. Le rire est une des preuves de l'Inquisition lors des procès. Et il est donc dans une perspective qui, évidemment, ne peut être développée. Et donc, pour pouvoir l'admettre, il s'agit de le contextualiser. Dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Donc le rire va, cette fois-ci, encore une fois, être borné. Ce ne sont pas des limites éthiques, ce sont des limites géographiques et temporelles, c'est-à-dire culturelles, avant l'usage de ce mot. Il faut attendre la renaissance du rire et des idées de l'Antiquité avec les auteurs humanistes tels que Rabelais pour revoir, la formulation positive devenir de plus en plus importante et plus claironnée. Oui, dit Rabelais, et je vous propose là le prologue de Gargantua, mieux vaut écrire de quoi rire que de quoi pleurer, parce que le rire est le propre de l'homme. Vivez joyeux, avec des majuscules par l'auteur. Et le point d'exclamation. Le rire pour Rabelais est un enseignement. Il est à la fois porteur de vérité et il est espace de liberté. Il a cette double
cette double qualité. Et face à Rabelais, les agélastes, comme il les appelle, agélastes, c'est-à-dire ceux qui ne rient pas, hein, de A privatif, gélas, c'est la comédie. Donc ceux qui ne rient pas et qui en plus cherchent à nuire sont opposés à ceux qui, dans la communauté humaniste, cherchent au contraire à partager le rire, qui devient signe à la fois de sociabilité, mais aussi signe de connivence, de complicité, et qui sera aussi un des signes de reconnaissance des déniaisés, comme on les appelle d'abord, les libertins, les libres d'esprit, qui se reconnaissent par cette marque littéraire qui est l'ironie. Donc, ah oui, non, je termine quand même par deux autres auteurs, un très important qui va être qui a été largement réexploité, réutilisé, recité pendant l'affaire Charlie. Donc on le verra à travers des caricatures. Voltaire, évidemment, répond également oui, avec ambiguïté. Je mourrais si je puis en riant, mais à coup sûr en vous aimant. Et c'est avec Voltaire qu'on entre dans l'ambiguïté de l'ironie et du double discours, toujours plus ambigu pour toujours plus cacher ce qui devrait être censuré par les pouvoirs en place. Et pour terminer cette histoire, une autre forme de contextualisation. Desproges, c'est un comique français des années 80, ouais, c'est ça. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc là aussi, on retrouve les bornes, les limitations, à la fois éthiques, culturelles, géographiques et spatiales. Géographique et temporelle, pardon. Voilà. Donc, à partir de là, je vais entamer, je regarde l'heure, je vais entamer ce parcours historique à travers quelques étapes phares. La première que je vous propose, justement, qui fait suite à cette renaissance du rire et cette nouvelle approche qui reprend finalement les grandes théories de l'Antiquité et qui sont associées aux recherches sur l'humanisme, et l'humanisme étant évidemment une remise en question de la place de Dieu, qui n'est plus au centre des préoccupations, l'homme devient là le centre. Donc Rabelais, je ne sais pas s'il faut présenter Rabelais, François Rabelais, donc grand auteur du XVIe siècle, qui est connu pour sa truculence, pour justement son esprit gaulois, sa liberté, sa licence et sa grande croisade, entre guillemets, contre la Sorbonne et contre ce qu'il appelle les sorbonnards ou les sorbonophages, et qui sont en fait des pédants qui utilisent le savoir comme un moyen de possession et de pouvoir, et non pas comme un moyen d'éclairer et de faire renaître les choses. Et donc, Rabelais est un moine défroqué, c'est-à-dire qu'il est devenu un prêtre séculier, et qu'ensuite il va délaisser l'Église pour poursuivre des études de médecine. C'est l'époque aussi, en 1530, de la fondation du Collège de France par le roi François Ier, qui va consacrer le triomphe de l'humanisme de la Renaissance. Et on verra que les institutions, là je vous parle du Collège de France, tout à l'heure je vous parlerai de l'Académie française, sont aussi des bons marqueurs, des bonnes mesures de la possibilité ou non de l'extension du rire. Donc en 1532, François Rabelais va publier son grand roman Pantagruel, et dans lequel il propose un almanach qui vilipende les superstitions, tourne en dérision, je cite parce qu'il adore les listes, donc je vous propose une liste rabelaisienne: cagot, cafard, calotin, colporteur d'indulgence, rédacteur du Saint-Siège, scribe, copiste, fabricant de bulles, contrôleur de dispense, cagoulard, moine, ermite, hypocrite, chatemite, sainte nitouche, etc., etc. C'est la cornucopie de la Renaissance, mais blasphématoire, subversive dans toute sa splendeur. Et chaque chapitre est une véritable subversion par rapport à une doxa, par rapport à une conception forte de l'époque. Le fameux chapitre sur le meilleur torche-cul qui permet justement d'allier savoir et plaisir. Je laisse tout ceci pour avancer, bien sûr. Ce qui est important pour nous, c'est que, donc après Pantagruel, en 1533, il est condamné
pour obscénité et hérésie, par les théologiens de la Sorbonne précisément, puisque la Sorbonne est théologique, hein, c'est une université ecclésiastique. Mais ça ne l'empêche pas, un an plus tard, 1534, d'écrire et de publier Gargantua, une suite retentissante, ou plutôt une origine retentissante. François Ier le roi protège l'écrivain contre les théologiens et va même imposer un échec retentissant au recteur de l'université qui doit se désavouer devant ses collègues. Et les batailles d'érudits portent en fait sur le mois de la parution de Pantagruel. Parce que 1534, c'est aussi l'année de l'affaire des placards. Et cette affaire des placards, elle retentit en octobre. Donc si Pantagruel est paru avant octobre, alors c'est logique. On était dans un assouplissement permis par le roi. Et on comprend qu'à ce moment-là, il ait pu être publié et qu'après l'affaire des placards marque une rupture. Mais s'il est publié après octobre, alors là, le texte devient un brûlot. Un brûlot, c'est-à-dire un texte véritablement incendiaire qui dénonce des interdictions. L'affaire des placards, un petit rappel, c'est une nuit, entre le 17 et le 18 octobre 1534, des placards, c'est-à-dire des affiches, des posters, vont être apposés, placardés, dans tout Paris, jusqu'à la porte de la chambre du roi. Et ces textes sont intitulés « Libelle, blasphémant Dieu et ses saints, et se moquant des sacrés mystères de la religion catholique et romaine ». Donc l'attaque est frontale, directe, on a l'usage d'images et de textes qui servent là aussi d'images et qui sont placardés dans tout Paris. Cette affaire est scandaleuse et met fin à l'accalmie relative de cette année 1534 qui avait permis l'édition de Gargantua et de Pantagruel. Donc les proscriptions, les persécutions, les arrestations se multiplient, les supplices, les tortures également. Et c'est pour cela que je vous disais que la date du mois de la parution de Gargantua est fondamentale. Si effectivement il a pu paraître de manière clandestine après octobre, alors c'est un texte qui doit être lu véritablement comme un pamphlet au moment de l'affaire des placards. Et donc plus simplement comme un roman comique. Rabelais s'est moqué dans tous ses livres ensuite de la scolastique, c'est-à-dire de l'art, de l'académisme. Il est un humanisme d'une prodigieuse audace, un hédoniste, c'est-à-dire qui cultive le plaisir, et qui a un appétit de savoir livresque immense, qui donc lit les textes interdits, et qui propose de nombreuses satires anti-sorbonniques, comme il le dit. C'est pour ça qu'il a été d'ailleurs classé comme écrivain impie. Il a proposé une utopie célèbre, l'abbaye de Thélème. En reprenant le terme abbaye, il va proposer une contre-église subversive, une contre-église hédoniste qui permet de développer le rire. Fais ce qui te plaira, fais ce que tu veux, fais ce que tu voudras, avec un futur tout à fait prometteur, pas de conditionnel de ce point de vue-là. Je continue mon parcours, je pourrais parler pendant très longtemps de Rabelais. Dans les mêmes années, 1550, jusqu'en 1650, la gaieté gauloise va se traduire en France, non pas simplement par l'écrit, mais par la mise en scène, la représentation de cet écrit, c'est-à-dire à ce moment-là la farce. Un très très grand succès à la fois littéraire, puisque la farce va être ensuite imprimée, mais d'abord un art de performance et de rue également. Comme vous le voyez dans ces illustrations, la farce est un théâtre de tréteaux qui est donc là, on peut monter sur la table et tout d'un coup proposer un sketch en fait. La farce n'est pas normalement méditée, elle n'a pas forcément de scénario, elle répond d'abord au modèle de la question et de la réponse, qui est évidemment une satire du modèle philosophique, une parodie de la question socratique, de Socrate et de son disciple. C'est ce que les spécialistes appellent l'érudition en folie, où finalement le maître est toujours ridiculisé par le valet qui lui propose des réponses de bon sens complètement incongrues. Donc les questions, comme on les appelle, qui deviennent les questions tabariniques, parce que le grand farceur français s'appelle Tabarin, vont être jouées essentiellement dans des lieux parisiens subversifs. La place Dauphine, si vous connaissez, vous avez la cathédrale
évidemment Notre-Dame de Paris, et vous avez ensuite le pont, et puis le palais de justice. Et derrière ce palais de justice, vous avez une grande place, qui était la place des éditeurs, et donc sur la place des éditeurs, sur la place du palais de justice, au même moment le dimanche matin que la grand-messe de Notre-Dame de Paris, les farceurs attirent beaucoup de monde, à tel point qu'un archevêque a dû s'offusquer de la concurrence déloyale que opposait la farce le dimanche matin. Donc vous avez là le frontispice de la version publiée des œuvres complètes de Tabarin, qui est en fait une œuvre bien plus colossale que ce simple volume, plus de 600 farces, parce qu'il s'agissait d'un théâtre vivant et pas forcément écrit, donc on a perdu beaucoup de choses. Alors pourquoi farce? Là aussi on a une origine étonnante, comme la catharsis est médicale, la farce est culinaire, vous savez bien sûr, la farce, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ les farces étaient jouées comme ce qu'on appelle les sautis, c'est-à-dire la représentation d'un sceau, pour évacuer la tension de la représentation très longue d'un mystère. Un mystère, c'est du théâtre d'église, du théâtre spirituel. Donc la farce, c'était l'ingrédient non noble, hétéroclite, hétérogène, composé de différents ingrédients, qui farçait l'élément noble, la volaille spirituelle, on va dire. Et donc, il y avait vraiment là un effet de contrepoint, mais aussi de survie, de nécessité de survie. On ne peut pas être dans une tension spirituelle constante, il faut une soupape de sécurité, il faut un exutoire. Et donc c'est pour ça que la farce s'appelle de cette manière-là, parce qu'elle farçait le mystère. Mais à partir de là, il y a vraiment une opposition entre la farce comme comique corporelle, le corps dans tous ses états, culbute, cascade, saut, chute, etc., je vous passe les plus vulgaires, scatologiques, etc., érotiques, bien entendu, alors que, évidemment, elle s'opposait ainsi au théâtre profane. La farce est caractérisée comme une machine à rire, une érudition en folie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle repose en fait sur les théories carnavalesques. C'est Bakhtin qui a expliqué tout ça très bien. Le carnaval est une fête qui, elle aussi, est un exutoire, qui est limitée dans le temps. Pour pouvoir justement régler la société, il faut lui donner un peu de mou, un peu de lest. Du pain et des jeux au cirque des gladiateurs en Antiquité, du carnaval dans la période chrétienne. Et donc, comme le carnaval, elle est un exutoire, et comme le carnaval, elle repose sur le déguisement, sur le travestissement, sur l'inversion de toutes les instances. Les nobles peuvent s'amuser à être des servants, des valets pour pouvoir aller voir les servantes en toute quiétude. Les chiens deviennent les maîtres des hommes qui s'amusent à jouer l'animal, etc., etc. On est dans une folie généralisée qui est cette fois-ci permise. Donc ce schéma est éminemment subversif, c'est la société à l'envers, c'est la société où les règles sont inversées. Et littérairement, elle va se traduire dans des scénarios qui deviennent de plus en plus élaborés. La farce est l'ancêtre en fait de la comédie. Un acte, puis 3, puis 5, on passe de la farce à la comédie de mœurs et à la grande comédie. Et le premier schéma complexe que propose la farce, c'est le schéma de l'inversion, du trompeur trompé. Une structure d'inversion où celui qui voulait tromper, par exemple sa femme, s'avère être le cocu. Le cocuage est un des thèmes fondamentaux de la farce, l'adultère. Et donc la femme est beaucoup plus intelligente, plus friande, comme on disent les textes de l'époque, que l'homme qui passe pour un sot, ce qui permet d'inverser la société patriarcale et les règles de cette époque et de la nôtre. Et puis elle permet aussi donc de développer cette inversion réglée néanmoins dans un temps précis, ou dans un espace précis qui est celui donc du tréteau. La farce va donc, par sa subversion, être aussi éminemment attaquée. Il y a deux grandes attaques qui vont aller jusqu'à l'extermination de la farce, la disparition de la farce. La première attaque vient de la Pléiade. La Pléiade, c'est-à-dire donc les grands rhétoriqueurs, ces grands poètes de la Renaissance, Sébillier en 1548 parle, pour la définir, de nigauderie et dénonce son rire dissolu. Puis la deuxième attaque vient de Richelieu et de sa réforme du théâtre dans les années 1630. Il décide d'utiliser, il voit très bien le potentiel de propagande politique qu'est le théâtre, et décide donc de régler un petit peu tout ça. Il recrute 5 auteurs, dont Corneille, qui va proposer une première comédie, Mélite, qui n'aura plus rien à voir avec la farce.
Et il va donc proposer une réforme de la comédie en instaurant davantage de bienséance et donc de règles. Il va en 1635 créer l'Académie française. Donc vous voyez que dans l'histoire c'est assez amusant, puisque le Collège de France était là, permis par le roi pour plus de souplesse et d'humanisme. L'Académie française, au contraire, est là pour mettre un frein au débordement d'un théâtre qui serait irrégulier, qui deviendrait irrégulier parce qu'il n'a pas encore suivi les règles. Donc les grands doctes de cette époque-là, Chaplin, c'est lui qui a beaucoup parlé de la règle des 24 heures, la règle de l'unité de jour dans le théâtre, tragique. Donc un docte va dire simplement que la farce est réservée aux idiots. Et l'abbé d'Aubignac, qui lui a écrit une pratique du théâtre qui est très importante pour la dramaturgie, va parler de méchante bouffonnerie pour définir donc ces farces. Et à la fin du siècle, 1693, Boileau, dans son art poétique, à la fin du chant 3, comme vous le voyez écrit là, va faire une allusion à ce genre qui n'est plus digne de littérature. Et donc c'est la fameuse formule, il loue Molière. Molière est un grand auteur, surtout quand il écrit le Misanthrope. Pas du tout quand il écrit les Fourberies de Scapin, qui repose sur une farce, le principe du trompeur trompé. Dans ce sac où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. Et donc pour justifier cela, vous avez cette citation, j'aime sur le théâtre un agréable auteur qui, sans se diffamer, le théâtre, la farce devient diffamation, plaît par la raison seule et jamais ne la choque. Donc vous voyez qu'il y a deux colonnes qui se mettent en place, le nouveau comique cathartique, moral, autorisé, et l'ancien comique farcesque qui doit être absolument banni. Donc agréable, diffamation, raison, grossièreté, équivoque. Le petit chat est mort dans l'école des femmes, c'est l'équivoque célèbre de l'époque. La saleté, les tréteaux, le pont neuf, l'amusement, les sornettes fades, les laquais. La farce est dédiée à la basse population. Il va y avoir donc une hiérarchie aussi sociale, en plus d'une hiérarchie culturelle. Tout ceci est synthétisé dans le dernier mot, les mascarades, comiques de masque. C'est-à-dire comiques d'apparence, et on préfère que ça reste une apparence. Le masque est évidemment un masque révélateur. Le masque est à la fois ce qui empêche de voir, mais ce qui révèle aussi. Et il est un miroir, le masque, il n'est pas une fenêtre. Et il faudrait véritablement mettre en place un masque qui reste un masque, qui occulte bien les choses. Et le masque ambigu n'est pas apprécié. Alors, j'avance à grands pas. Voilà, ça va. Toujours dans la même période, et toujours dans la rue, vous avez une autre forme de contestation rieuse, joyeuse, qui va se développer, cette fois-ci pas par la performance théâtrale, mais par des textes polémiques, des pamphlets virulents, très virulents contre le pouvoir, et surtout contre Mazarin. Et là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'affaire des placards, on est dans l'affaire de la fronde, grosse affaire, comme dirait. C'est donc images et mazarinades. Il y a des milliards de mazarinades dans toutes les bibliothèques françaises et étrangères et japonaises. Le groupe de recherche japonais est en train de tout numériser en ce moment. Et il y a eu un colloque assez important dans la bibliothèque Mazarine récemment. Et donc là, j'ai pu voir beaucoup de représentations, d'images qui ne sont pas publiées parce on cherche des chercheurs justement pour s'atteler à cela. Donc voici une mise en situation à travers cette première gravure, avis que donne un frondeur aux Parisiens qui l'exhorte de se révolter contre la tyrannie du cardinal Mazarin. Je rappelle peut-être un peu ce qu'est la fronde, en quelques mots, là aussi c'est tout un sujet. La fronde, c'est une guerre civile qui éclate en France entre 1648 et 1653 et qui va éclater pendant la régence d'Anne d'Autriche et du ministre cardinal Mazarin, entre les deux royautés. Et c'est une triple fronde en fait. D'abord une fronde parlementaire. Les parlementaires se révoltent contre le roi ou contre les régents qui prennent de plus en plus de pouvoir et qui limitent leurs privilèges. Les nobles également voient leurs privilèges diminuer par rapport au peuple nanti, c'est-à-dire à cette nouvelle classe apparente qui est la bourgeoisie. Et les taxes pleuvent. Donc le Parlement va commencer par se révolter contre une loi en particulier qui limite leur pouvoir et va être relayé par des barricades dans la foule
les barricades parisiennes, qui ont été évidemment aussi organisées par les parlementaires. Hein. Mais donc on passe d'une fronde parlementaire à une fronde dite, entre guillemets, populaire, qui va être violemment réprimée. Et dans le troisième temps, la fronde qu'on appelle la fronde des princes va voir se révolter donc des grands aristocrates qui soutenaient le royaume, mais qui lâchent le royaume, qui trahissent d'une certaine manière le roi parce qu'ils n'ont pas eu les privilèges qu'ils espéraient de leur soutien. Je vais très vite. Hein. En gros, c'est l'échec, la fronde échoue hein, et va renforcer du coup le pouvoir royal. Cet échec va renforcer le pouvoir royal. L'armée royale va reprendre le contrôle et ça va, après des dissensions internes entre les frondeurs, c'est le retour à la monarchie forte et absolue, la monarchie absolue de droit divin qui va se mettre en place avec un Louis XIV jeune. Si vous avez vu le film Louis Enfant Roi, peut-être ça vous parle, qui a donc vécu ce traumatisme de la fronde et des traîtrises des grands et qui va donc vouloir affirmer un pouvoir fort, un culte de la personnalité tout puissant. Donc ces Mazarinades, vous en voyez quelques-unes. Voilà le portrait du méchant ministre d'État, Jules Mazarin, et sa chute souhaitée. J'ai aussi d'autres textes sur le ministre d'État flambé. Vous avez aussi quelques... Est-ce que c'est une caricature? Est-ce que c'est une gravure? Voilà, on y vient progressivement. C'est le bateau royal, le bateau de la France, hein, la nef des fous aussi. Et vous avez là donc le roi qui est sauvé par l'Esprit Saint et Mazarin qui est en train de se noyer lamentablement en essayant de noyer la France avec lui en prenant l'ancre et en essayant de percer le bateau. Vous avez aussi avec la Mazarinade les débuts de la bande dessinée avec donc ce récit en 4 images du départ de Mazarin qui est obligé de fuir la France. Le faquin, Mazarin le faquin, etc. Bon, on a quantité de rimes qui se mettent en place à cette époque-là. Donc ces textes sont imagés, mais souvent plus écrits de mots virulents, de mots qui utilisent bien sûr l'invective, mais aussi de courants burlesques. On n'en finit pas de travestir Mazarin en différents animaux, en différents bêtes diaboliques. Donc on a ce premier mouvement vers la visualisation de la satire. Mais la répression de ce pouvoir, la répression de ce pouvoir subversif, qui n'est donc plus un pouvoir, de ce contre-pouvoir, va mettre un terme pendant un temps à l'histoire de la représentation subversive. C'est pour ça qu'elle va devoir trouver d'autres formes. Et c'est là que dans le jalon que je vous propose, c'est là que Voltaire est important. Et donc Voltaire a été cité, illustré, vous le voyez, hein, c'est une affiche que j'ai vue dans les rues de Paris, au moment juste après l'attentat de Charlie Hebdo. On décide, qui est on, hein, décide que Voltaire est Charlie. Et on associe donc la satire avec l'arme. Satire évidemment c'est un jeu de mots facile. On retrouve toute une série de formules choc, la plume plus forte que l'épée. Il vaut mieux convaincre que vaincre. Parce que vaincre c'est facile, on tue. Mais pour faire changer l'esprit de la personne que l'on désire persuader, les arguments doivent être plus durables et ne peuvent pas être aussi expéditifs. Et donc ce mouvement qui était individuel au départ d'association de Charlie avec Voltaire a donné lieu donc là vous voyez à quantité de gravures. Donc ça c'est celle que je vous ai montrée. Vous avez aussi des bandeaux avec la signature de Voltaire et Voltaire qui regarde par la porte tout d'un coup, qui revient voir ce qui se passe en France à ce moment-là. On a vu aussi beaucoup circuler cette phrase qui est en italique, en gras pardon ici. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. On a beaucoup utilisé cette phrase pour justifier Charlie Hebdo, notamment des gens qui ne le lisaient jamais, qui n'avaient jamais ouvert un magazine. Hein. C'est un mouvement qu'on a vu souvent, parce que justement, il est tellement subversif que beaucoup ne le lisaient pas. Et donc, mais cette formule n'est même pas de Voltaire, elle est d'une universitaire anglaise qui a voulu synthétiser la parole voltairienne et qui a mis des guillemets à la manière parfois anglophone, qui a été pris dans un contexte francophone comme une citation exacte. Donc quantité de chercheurs ont cherché désespérément, on relut tout Voltaire, on ne trouve pas. Donc, mais quand même elle est révélatrice d'un esprit voltairien.
Et donc c'est avec Voltaire que l'ironie devient, comme je vous l'ai écrit là, un mode de relation de l'homme et du monde nouveau, un nouveau mode de relation au monde. Et ce mode de relation passe par les mots, par le langage. L'ironie est forcément verbale, soit écrite, soit verbale, mais l'ironie picturale est un véritable défi qui n'est pour l'instant pas encore résolu. Alors, cette caricature, là, pour le coup, vous voyez, vient de la semaine qui a suivi l'attentat de Charlie Hebdo, où il y a donc eu cette grande manifestation en France, Boulevard Voltaire. Donc, les organisateurs de la manifestation ont choisi le boulevard Voltaire comme étant significatif, hein, et Plantus s'est amusé à représenter les manifestants, tous brandissant leurs stylos, leurs crayons, et la vignette en haut, où vous voyez donc les auteurs de l'attentat dans un chaudron, brûlés, comme des diables, qui se posent la question, mais c'est qui Voltaire? Et cette caricature a ensuite été reprise par la très très sérieuse Société Voltaire, hein, qui a son siège en Angleterre et qui fédère tous les grands spécialistes du XVIIIe siècle et qui du coup a lancé une campagne de communication sur qui est Voltaire, parce que Voltaire, je ne sais pas quelle est votre connaissance de ses écrits, mais c'était une figure très polémique. Il a été taxé d'antisémitisme, d'homophobie, de misogynie, etc. etc. Donc beaucoup sont mal à l'aise vis-à-vis de Voltaire, et beaucoup étaient mal à l'aise face à ce bandeau « Je suis Charlie, Voltaire », c'était aussi choquant pour certains que d'autres. Et donc la Société Voltaire a décidé de mettre en place un dictionnaire, de créer un dictionnaire collectif auquel vous pouvez collaborer si cela vous tente. J'ai mis le site ici. Les premiers sujets qui ont été traités justement étaient tous ces clichés, tous ces préjugés anti-Voltaire. Est-il affairiste? Parce que, bon, on sait bien qu'il a écrit le chapitre sur le nègre du Suriname dans Candide, contre l'esclavage, mais par ailleurs, on sait qu'il avait des actions dans les compagnies esclavagistes. Donc, affairiste, antisémite, on sait qu'il a évidemment écrit des pages très dures contre les juifs, homophobe, etc. Et donc, ces articles permettent de réfléchir sur ces questions à partir des textes, avec un retour au texte. Donc, vous avez aussi la liste des sujets qui peuvent suivre, hein, colons, croyants, éditeurs, fanatiques, etc. Et la presse aussi continue, parce que juste à l'aéroport, avant de partir, j'ai trouvé aussi ces magazines. Donc vous avez, alors là ça fait un peu Bernard Pivot, faut-il brûler Voltaire? Ou alors, là, justement, un passage en revue de toutes ces catégories néfastes, de toutes ces étiquettes mauvaises. Voltaire en clair-obscur. Alors misogyne, oui, clairement, hein. Un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme, dit-il. Mais à chaque fois une justification, une explication contextualisée. Homophobe, oui, parce que déiste et parce que partisan de la nature, et en ce sens-là, pensant que la nature risque d'avoir un terme un jour, hein, à cause de la question de la procréation. Islamophobe, grande question aussi, non. Non, parce que là, il a écrit effectivement la tragédie de Mahomet, mais c'est un texte qui sert à critiquer le pape, clairement. C'est ce qu'on appelle une turquerie. C'est un prisme pour ne pas critiquer frontalement les choses, on utilise l'ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très commun dans les récits de voyage. Hein, les lettres persanes de Montesquieu, notamment. Donc, quantité comme ça d'idées à remettre en question et à approfondir. Alors, qui est Voltaire? Il a une identité multiple. Donc, il s'appelle François-Marie Arouet, de son vrai nom, hein, et sentant qu'il est difficile et délicat de publier sous son nom, après avoir connu la première prison, puisqu'il va en connaître de nombreuses, des stations en prison, il va prendre le pseudonyme Voltaire, qui est en fait l'anagramme de Arouet le Jeune, avec les lettres d'imprimerie de l'époque. Il va être à nouveau exilé, embastillé, je vous passe les détails biographiques, le temps presse, et il va ensuite renoncer à ce pseudonyme Voltaire qui était lui aussi devenu très connu, et il va finalement signer ses pamphlets par cette petite formule « Ecre, lymphe, écraser l'infâme ». Écraser l'infâme, et pour lui l'infâme c'est clairement le jésuite, c'est-à-dire le sorbonophage de l'époque de Rabelais, qui continue à sévir.
Et à la fin de sa vie, il se retire dans un village suisse qu'il achète grâce à sa grande fortune, Ferney, où il va rester et où il va devenir en fait le consultant des grands du royaume, le roi de Prusse, Catherine de Russie, etc. lui demande conseil. Donc voilà le parcours d'une subversion vers une notabilité assez intéressante. Et l'affaire qui peut concerner là aussi la réflexion sur les images, c'est la fameuse affaire Calas. Donc vous avez un volume, un folio qui résume les choses. L'affaire Calas est une affaire qui va donner naissance au traité sur la tolérance de Voltaire à l'occasion de la mort de Jean Calas. Donc ça c'est le titre exact. Là aussi je rappelle peut-être un peu les faits. L'affaire Calas va durer plusieurs années, entre 1761 et 1765. Tout commence par un décès. Dans une famille protestante, alors que le protestantisme était traqué, il fallait se convertir ou fuir, et les choses n'étaient pas très simples pour les protestants. Dans une famille protestante, le jeune garçon de la famille meurt. En fait, il se suicide. Mais le suicide est gravement condamné. Le corps du suicidé est tiré dans les rues de Paris et laissé aux oiseaux. Donc pour éviter ce manque de sépulture, la famille protestante va camoufler le suicide en meurtre. Et très vite, ils vont se trouver eux-mêmes accusés du meurtre, puisqu'il est révélé par la Ligue catholique que ce jeune fils de famille était en train de se convertir, et que donc ses parents l'auraient tué parce qu'il voulait devenir catholique. Et une grande cabale se met en place, une grande rouerie, une machinerie complètement truquée se met en place à travers un procès à Toulouse, où les capitouls sont incriminés. Vous avez ça aussi dans un film que je tiens à votre disposition si vous voulez, Voltaire et l'affaire Calas, qui est assez bien fait. À part l'histoire d'amour, il faut toujours une histoire d'amour. Donc, alors, Voltaire, qui est sage de Ferney à ce moment-là, est informé de la situation. On lui demande son intervention. Mais Voltaire rechigne, quoi, catholique, protestant, c'est tous pareil, c'est des bénis oui-oui, qu'ils se débrouillent entre eux. Jusqu'au moment où le verdict tombe et le père Calas est tué, est condamné. D'abord au supplice de la roue, que vous voyez là, et ensuite évidemment à la perte de tout droit, et sa famille reste en prison. Alors Voltaire, qui n'avait pas vu venir cette rigueur, entre dans une colère noire et déclenche la grande communication du réseau des Lumières, et une sorte d'européenne de la pensée, qui va donc utiliser des images. Et vous avez là donc en haut et en bas les deux images qui vont circuler comme moyen de propagande pour intéresser le plus de monde possible et le plus grand nombre de grands du royaume possible pour influencer le roi, puisqu'il n'y a que le roi qui peut changer les choses à ce moment-là. Donc vous avez des tableaux pleins de piété familiale à la Greuze, c'est la peinture du XVIIIe siècle, où vous avez les adieux de Calas à sa famille, déchirement, sensibilité, larmes, enfin on trouve tous les ingrédients du roman sentimental, du roman sensible, pardon. Et ça va marcher tout à fait, puisque le roi va intervenir et que les Calas vont être libérés et qu'il va même y avoir un procès en réhabilitation qui va réhabiliter l'innocence du père Calas. Et le capitoul, l'officier du capitoul qui avait été responsable d'un trucage d'une des pièces du procès, va se suicider. Donc la communication par image arrive à renverser les choses, là aussi. Quelques citations de Voltaire pour avoir quelques exempliers de cette ironie. Il est vrai que le grand art de surprendre et tuer est un héroïsme de la plus haute antiquité. Si on lit ça au premier degré, évidemment, on voit là une sorte de reprise d'Homère, ça. Mais non, il faut évidemment comprendre le second degré et voir qu'il s'agit là d'une condamnation de l'héroïsme. De toute façon, tous les grands auteurs libertins condamnent l'héroïsme. L'héroïsme, c'est la guerre, c'est la mort, c'est pas la vie, c'est pas la liberté. Oui, la référence à Mahomet ou le fanatisme, troisième citation. Vous êtes mahométan, mais il y a des gens qui ne sont pas, donc vous pourriez bien avoir tort. Une sorte de syllogisme
radical. Alors c'est cette tragédie qui a fait qu'on a cru qu'il était islamophobe, alors qu'en fait, si on regarde bien le texte, enfin si on ouvre tout simplement le texte, on voit qu'il est dédié au pape et qu'il a été interdit par le Parlement de Paris, qui avait bien compris de quoi il s'agissait. J'aime bien aussi « Mon Dieu, délivrez-nous du fanatisme ». Mon Dieu. Et alors, une des questions aussi qui est souvent posée, c'est « Mais comment peut-on être l'auteur du traité de la tolérance et revendiquer cette formule violente, belliqueuse, écraser l'infâme ?» Qui plume a, guerre a. Écraser l'infâme tant que vous pourrez et que Dieu vous le rende. Écraser par les mots, par la plume, par le style, qui est aussi un stylet. Il y a un jeu de mots. Bon, le mot stylet redevient à la mode grâce aux tablettes numériques, mais à l'époque, le stylet, c'était un petit couteau, un petit poignard. Donc on retrouve ces deux idées-là très fortes. Donc, pour récapituler une étude qui aurait été plus longue sur les textes de Voltaire, ce que je ne ferai pas, l'ironie, elle a une triple fonction. Elle est bien sûr un masque, un bouclier contre la censure. Elle signifie le contraire de ce qu'on dit. Elle est également un héritage socratique, ce qu'on appelle la maïotique, puisque selon la légende, la mère de Socrate aurait été une sage-femme qui faisait accoucher les bébés, accoucher et donner la vie, et c'est cette méthode de l'accouchement, de la maïotique, qui aurait donné lieu à l'inspiration de cette méthode consistant à faire accoucher les esprits grâce à un dialogue, grâce à un questionnement dirigé vers l'illusion du disciple qui croit que la vérité vient de lui. Donc évidemment, tout bon prof est un très grand maïeute. Une pointe, enfin, Voltaire est ce qu'on appelle un auteur pointu. Les pointus sont souvent des libertins qui utilisent donc la pointe des mots, c'est-à-dire ces concetti, ces esprits frappants, ces traits frappants, ces retournements de situation pour justement frapper l'esprit dans un art très performatif de la littérature. J'accélère un peu. Je quitte Voltaire pour aller vers la caricature, en fait. De l'ironie comme création donc d'une image satirique mentale, on va passer à la caricature progressivement, et c'est au XVIIIe siècle que le mot caricature véritablement entre dans la langue française. Alors bien sûr, c'est le mot qui entre dans la langue française, ce n'est pas le procédé. Et je vous montre là une gravure très célèbre, enfin c'est pas une gravure, pardon, c'est une photographie d'une caricature d'homme politique trouvée à Pompéi. Donc le procédé de la caricature existe depuis l'Antiquité, mais le mot caricature est utilisé en France et en Angleterre au tout début du XVIIIe siècle, donc à la même époque que cet usage de l'ironie, comme s'il fallait trouver un mot pour désigner cette autre forme d'ironie moins cachée, moins cryptée. Donc le mot caricature vient de l'italien, caricatura, littéralement chargé de façon exagérée, qui lui-même vient du latin caricare, chargé, lester, un char avec du poids, comme une montgolfière, on met des poids. Donc clairement, c'est par extension en rajouter, mettre trop de choses dans la balance, pour éviter qu'elle s'envole, justement, pour retenir l'attention et retenir le sens des mots. Donc cette caricature existe depuis l'Antiquité, trouve un nom au XVIIIe siècle et trouve une expansion très très forte au XIXe siècle avec la croissance de la presse de masse et l'invention en 1796 de la lithographie qui va permettre la diffusion des caricatures politiques en France et en Angleterre. Donc de grands représentants, Daumier, Granville, Gustave Doré, sont de très célèbres caricaturistes français au XIXe siècle. Même si une loi de 1835, instaure la censure des dessins et des caricatures. La censure porte aussi sur l'image. On a à ce moment-là des magazines comme La Caricature ou le Charivari, qui reprend l'idée du carnaval. Charivari, c'est la fête des fous dans le carnaval. Deviennent donc des prototypes des journaux de satire engagés. Et donc ces caricatures vont véritablement trouver un essor en France au moment de la célèbre affaire Dreyfus, qui va là multiplier les caricatures dans les deux sens, pour et contre Dreyfus, et surtout contre Dreyfus, avec de très nombreuses caricatures antisémites, violentes. Donc je me suis contentée
et là je m'aperçois que je suis en train de faire l'autocensure, je me suis contentée de mettre la caricature de Zola en train d'écrire ce fameux texte, cette fameuse lettre au président de la République. Je rappelle aussi un petit peu l'affaire Dreyfus, en 2 mots. 1894, Dreyfus est un officier français, juif, qui est accusé d'avoir livré à l'Allemagne des documents secrets. Il est arrêté, condamné à une détention à perpétuité et à une dégradation militaire. Il clame son innocence, il est défendu par de très nombreux partisans. Zola est le plus célèbre, qui va lui-même d'ailleurs être, à cause de cette lettre, condamné à 1 an de prison. Il va falloir attendre quelque temps pour une révision du procès. Là aussi, l'expertise montre qu'il y avait un faux dans le procès, d'après ce que je sais. Il va donc être, lui aussi, comme Calas, réhabilité et en plus réintégré dans le corps militaire, et il obtiendra la Légion d'honneur en 1906. Donc c'est autour de cette affaire sur laquelle je ne m'étendrai pas, puis Jacques Noiret pourra très très bien vous expliquer les choses à Proctor si vous voulez des compléments. Je passe plus rapidement pour arriver justement à ce glissement de la caricature entre le 19e, 20e et 21e siècle. De Daumier jusqu'à Charlie Hebdo, de très nombreuses études sont faites sur le lien qui se développe et qui est esquissé. Donc en haut, vous avez 2 caricatures de Daumier. C'est le roi Louis-Philippe, auquel on fait manger des moutons, et qui n'est pas évidemment sans rappeler Rabelais et la première image de Pantagruel. Vous avez aussi ce médecin, cette fameuse catharsis qui devient là cette fois-ci tout à fait terrifiante et malsaine, avec cette France délétère et alitée. Vous avez un site internet et aussi une très savante société, les Cahiers Daumier, qui propose toute une série de parallèles entre les caricaturistes actuels et Daumier, et qui est en train aussi de préparer une exposition à Stuttgart sur l'histoire de la caricature et de l'image satirique française de Daumier jusqu'à nos jours. Donc je vous renvoie à cela si vous voulez les voir. Donc en bas vous avez une photographie de la manifestation qui a suivi les attentats, où vous avez donc ce baiser à la fois de la réconciliation et de la provocation qui a été longtemps mené. Vous reconnaissez aussi cette main jaune qui est en fait à l'origine la main de la société SOS Racisme. Touche pas à mon pote, l'autre étant le pote, le copain, l'ami, mais qui ici devient jaune, comme l'étoile jaune, hein, avec des références à la fois au nazisme et même aussi à Dreyfus. Enfin, tous les symboles, tous les emblèmes s'amalgament à ce moment-là. Maintenant que nous sommes dans l'après-Charlie, les choses en fait se renforcent. Vous avez un site internet sur caricature, il est là dans l'image suivante, où vous avez Coco. Coco, c'est la seule dessinatrice rescapée de l'attentat qui continue, qui dit qu'il faut continuer, et qui continue donc à produire des images. Alors cela est tout à fait lié avec ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Hein. Rire et religion, c'est un comique de situation qui se passe. Donc on utilise des termes très savants de littérature, hein, la typologie des formes de comique, à travers donc ces bombes sous forme de style stylé. Et puis c'est aussi de l'après-Charlie, c'est Sandron qui propose ce petit rappel belge avec un pastiche de Magritte. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une arme. Et donc voici, ça c'est le site en question qui a mis en ligne une exposition. Après Charlie, parole de dessinateur, qui est toute récente et qui est toujours visible. Et j'ai isolé cette image qui est à propos, hein, comment combattre la connerie. Prenez et mangez-en tous, car ceci est un livre. Et évidemment, c'est Voltaire, encore lui. Hein. Et encore plus récemment, vous avez un film documentaire, le premier documentaire qui donc consacre la caricature comme genre. Un film documentaire sur la caricature et les caricaturistes comme fantassins de la démocratie. On retrouve encore une fois la métaphore belliqueuse, guerrière. C'est un film qui a été présenté hors compétition au Festival de Cannes en 2014, l'année dernière, et qui a fait l'objet d'une projection publique en avant-première sur la place de la République, à Paris, le 23 mai 2014, et qui, après l'attentat de Charlie, a été diffusé à la télévision française le 9 janvier 2015, en hommage aux victimes de Charlie Hebdo.
Et je termine par une citation d'un des caricaturistes qui est filmé dans ce documentaire, qui me semble intéressante pour nous. « Tous, nous pensons d'abord en images. Notre vraie langue n'est pas le français, pas l'anglais ou l'arabe, mais l'image. » Et c'est ce qui crée cette communication et cette internationalisation de la satire qui est possible maintenant. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci Sylvie pour cet exposé si riche dans lequel j'ai appris plein de choses. Tu sais sans doute que j'ai travaillé avec François Rigolo, ça ne s'invente pas, spécialiste de Rabelais, et nous avons travaillé sur le théâtre de l'absurde. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'il était très intéressé par la notion de catharsis, de purge, hein, et par rapport notamment à la question philosophique du théâtre de l'absurde, la question ontologique, je dirais même, qui est celle de, puisqu'on a décidé de vivre alors que c'est absurde de continuer à vivre, autant en rire. Hein, donc le paradoxe que tu mentionnais. Alors François Rigolo se moquait bien sûr beaucoup de lui-même de son nom, parce que c'est aussi absurde de s'appeler Rigolo et de faire du théâtre rabelaisien que de s'appeler Philippe France et d'être directeur de l'école française, par exemple. Il était très bactinien, mais aussi, on revenait très souvent dans nos conversations à Bergson, et à cette phrase connue de Bergson, que je cite de mémoire, qui est à peu près le rire est une anesthésie temporaire du cœur. Et ce serait en fait parce qu'il y a possibilité d'anesthésier le cœur, temporairement, de créer un espace de liberté pratiquement absolu, qu'il y a possibilité de détruire l'autre par le rire, donc de purger. Mais ensuite avec un retour au réel, qui est maintenant le monde est reconstruit, nous avons fait ça et nous pouvons discuter. Voilà, donc c'est juste un élément de réflexion par rapport à ce que tu as pu dire. Merci beaucoup. Oui, deux choses, effectivement. Rigolo est un spécialiste et il a travaillé notamment avec Benjamin Lazare. Ils viennent de mettre en scène Pantagruel. Oui, c'est Pantagruel, c'est pas Gargantua. Pantagruel. J'ai vu la représentation, mais c'est transformer d'abord un roman en performance, c'est déjà un défi. Mais en plus, d'arriver à faire rire de ces longues listes et de les mettre en scène, c'est très intéressant. Et l'autre point, sur le rire anesthésiant, en fait, il y a une typologie du rire n'en finirait plus. On a évidemment le rire anesthésiant, anesthésique, amnésique, léthargique, et digestif même, j'ai trouvé dans certains textes. Donc, on a digestif. Oui, digestif. Et donc ça va effectivement aussi avec la médecine, on y revient. C'est soit culinaire, soit médical. Mais les deux vont ensemble. La question arrive peut-être un peu trop tôt, mais j'aimerais savoir si on peut rire de tout. Question difficile. C'est certainement pas moi qui donnerai la réponse. Molière, par exemple. Donner une réponse. Que dirait Molière aujourd'hui? Donner une réponse, c'est s'inscrire dans une doxa, c'est-à-dire un discours fermé. C'est le contraire du libertinage qui est le propre du rire, justement. Rire, c'est être libre. Et rire est donc être un libertin, d'une certaine manière. Et ce libertinage de la pensée implique justement une position d'opposition à toute forme de doxa. Donc un libertin ne donnera jamais une réponse. Il va déconstruire mais pas construire. C'est un questionnement à la manière de Socrate, on pose des questions, mais c'est à chacun d'entre vous de donner et d'accoucher d'une vérité. Et c'est certainement pas moi qui vais la donner. Mais c'est évidemment le bouclage de cette conférence. Merci. Merci Sylvie pour cette conférence très riche. Je voudrais poser une question sur en fait le débat de cette année concernant Charlie Hebdo. Et comme tu sais, et c'était même avant les attentats, il y avait des personnes qui critiquaient les caricatures publiées dans Charlie Hebdo
pour dire que les caricatures qui visaient notamment l'islam, que ces caricatures étaient effectivement tout à fait drôles dans l'absolu, comme des caricatures anticléricales, mais il y avait une différence entre la tradition anticléricale dont Charlie Hebdo était l'héritier, ou est l'héritier, puisque ça existe toujours, et ils sont de plus en plus riches d'ailleurs. Donc il y a une différence fondamentale entre la tradition qui vient de Voltaire, qui traverse l'anticléricalisme républicain du 19e siècle, de l'assiette au beurre, etc., et puis les dessins qui visent l'islam aujourd'hui, en tout cas l'islam en France, à savoir que quand on attaque l'Église catholique en 1900, ou bien sûr les jésuites comme Voltaire, on attaque une puissance. En fait, c'est des faibles, qui sont minoritaires, qui s'attaquent aux puissants. Tandis qu'aujourd'hui, quand en tout cas la caricature touche, non pas le prince qatari, mais la caricature touche les musulmans de France, c'est presque inversé. C'est Charlie Hebdo qui finalement est une puissance, parce qu'il a derrière lui le soutien de toute une génération. Donc pour aller vite, les bobos, enfin une grande partie de l'élite française, et il s'attaque à des faibles qui n'ont souvent pas de salle de prière, pas de mosquée. Donc je voudrais savoir ce que tu penses de ça. Moi, encore une fois, je ne pense pas que mon opinion personnelle soit très importante. Ce qui est important, c'est ce qui a été ressenti à ce moment-là, pendant les événements. Et effectivement, on a vu des caricatures de femmes enceintes voilées, parlant d'allocation familiale, ce genre de choses. C'est à ça que tu fais référence, je suppose. Parce que finalement, elles sont quantitativement assez rares par rapport aux caricatures soit du prophète, soit des djihadistes. C'est vraiment eux qui sont la cible, quantitativement en tout cas. Pas seulement, oui. Alors moi je remercie mon voisin là, Nicolas, d'avoir posé cette question qui est une question très difficile. Parce que la France d'un seul coup s'est découverte je suis Charlie. Et sous le coup de l'émotion, nous étions tous Charlie. Mais après 2 ou 3 jours, je n'étais plus Charlie. Voilà, la vérité, en pensant à ce que dit Nicolas. Parce qu'en réalité, ces caricatures, elles ont outragé des gens simples, des gens humbles, des gens qui sont issus du colonialisme quand même, et qui se sont sentis une fois de plus piétinés dans ce qu'ils ont de plus profond en eux, c'est-à-dire leur religion. Donc même si je trouve horrible, évidemment, la tuerie de Charlie et tout ce que tu voudras, j'ai des amis musulmans qui évidemment ont condamné 1000% tout ce qui s'est passé. Mais il y a au fond de chaque musulman, je crois, cette espèce de sentiment de mépris. Comment des intellectuels de Charlie Hebdo peuvent-ils nous mépriser au point de caricaturer ce que nous avons de plus cher, pour finir? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas instruits comme nous avons tous la chance de l'être. Bon, alors je m'exprime très mal, Nicolas s'exprime beaucoup mieux. Mais je pense que c'est ce que tu voulais dire, en fait, même si il ne l'a pas dit de façon aussi simple que moi. Mais le profond, c'est ça. C'est que les premières 48 heures, mais on était absolument désespérés, parce que, bon, Cabu, on l'a tous aimé, c'est Cabu, c'est bon. Mais après, on s'est dit que, non, je n'étais plus Charlie du tout. Voilà, la vérité, même si c'est un peu... Oui, bien sûr. Difficile à dire. Non, mais oui, et il y a très nombreuses personnes qui ressentent ça, qui ont été dans ce mouvement. Et en fait, c'est la difficulté d'un discours qui essaye d'être scientifique et neutre sur un sujet qui engage, évidemment. Dans le choix des caricatures, j'ai fait de l'autocensure. J'ai montré certaines choses et pas montré d'autres. Parce qu'évidemment, scientifiquement, la caricature, il faudrait montrer de tous bords et de tous messages. Et on en revient aux citations initiales des théories du rire.
C'est-à-dire que, oui, on peut rire de tout, mais tout dépend avec qui. Donc on s'aperçoit que individuellement, il y a beaucoup de limitations et beaucoup d'éthique qui entrent en jeu. Donc ne pas se donner de bornes éthiques, c'est soit avoir une perspective scientifique, soit être au contraire dans une forme de, oui, de nihilisme, de... Voilà. Je sais pas. Oui, alors en fait, j'ai... choisir les mots. Oui, non, en fait, j'avais pris le micro, mais pour dire ce que Sylvie vient de dire. Donc c'était que par rapport à peut-on rire de tout, ou par rapport à l'affaire Charlie Hebdo, on en revient au début aux antiques, où effectivement il faut poser peut-être des bornes, parce que rire et choquer, rire ou choquer, enfin quelle est la limite? Je ne sais pas si on peut se permettre de choquer des personnes, de blesser des personnes. Moi je me suis posé la question, jusqu'où peut aller le rire? Vraiment. Juste une question, qui va poser les bornes? Voilà le problème. Et les bornes, c'est un peu ce que, voilà, c'est le cœur de chacun. Et à partir du moment où on commence à dire à quelqu'un tu ne riras pas de ça ou de ça, c'est la censure qui commence. Et vous allez voir qui va sauter à pieds joints, les politiques, en disant ça s'est déjà passé. Il y a eu des suggestions pour dire on ne rira plus des candidats pendant une période d'élection pour rendre l'élection plus sérieuse, que ça s'est passé dans pas mal de pays et pas si loin que ça. Donc, qui va poser? Le problème, il est là. Le rire, c'est un peu, c'est une expression comme peindre, parler, c'est une expression. Alors, ce qui a choqué dans Charlie, c'est la réponse au dessin. C'est pas, voilà. Après, Charlie, moi, je l'achetais pas, donc il dessine. Si ça nous plaît pas, on l'achète pas, mais c'est la liberté. On n'est pas obligé d'aller tuer la personne qui a dit quelque chose. Voilà, c'est juste ce qui a choqué, c'est ça. Après, on n'est pas obligé non plus, mais ça, après, c'est les médias, l'émotion. Mais après, chacun regarde les médias qu'il a envie de regarder aussi. Hein. Si on a envie de tomber dans l'émotion et d'être tous Charlie. Alors après, il y a un tel excès qu'on revient en disant, mais finalement, je suis pas... On peut pas être tous d'accord, c'est pas possible. Donc, mais il faut rester à ce premier événement. Ils ont quand même répondu violemment à des dessins. Et c'est quand même, on s'exprime, voilà, ils ont tué personne, ils se sont exprimés. Et le rire est très important, c'est le recul. C'est très important, on prend du recul. Et voilà, alors, qui va poser les bornes de... On va rire de quoi? Et ici, je vous garantis que si on commence à faire une petite commission pour savoir de quoi on va rire, vous allez voir qu'à la fin, on rit de plus rien. Et je termine par ça. On est des adultes, il n'y a que les enfants qui rient parce qu'il y a quelqu'un qui tombe. Mais nous, adultes, le rire, c'est une soupape, c'est un exutoire, et on rit de choses souvent graves. En médecine, le bizutage, on va se moquer de choses très graves. Pourquoi? Pour un petit peu prendre du recul, parce que sinon les médecins ne peuvent plus opérer. Et le rire est très important. Qui va poser les bornes? Et je vous garantis, on peut faire un petit tour. Chacun, ça va être la religion, l'autre, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. On rit de plus rien. Et vous verrez que vous aurez souvent ri de choses en disant « je dois pas rire ». Mais quand même, tu me fais rire, ne me fais pas rire des handicapés. Et puis finalement, vous avez Intouchables. Il y a beaucoup de clichés dans Intouchables, mais ils nous ont fait beaucoup de bien. Voilà. Et Coluche était censuré dans les années 70 quand il parlait des handicapés, et les handicapés lui écrivaient pour dire merci de nous faire exister. Donc voilà, qui va décider de quoi? Une association d'handicapés va dire non, on n'aurait plus des handicapés, l'autre va dire on n'aurait plus de la religion, on n'aurait plus de ça. Après, ça va être un peu... Non seulement ça va être triste, mais on va tous tomber malades. Je le pense. Et j'ai un petit garçon, donc, que vous connaissez, et très tôt je lui ai appris qu'il pouvait se moquer de tout ce qu'il voulait, mais pas devant. Et je vous garantis qu'on s'amuse beaucoup. Voilà. Donc riez de moi, pas devant moi. Mais quand je suis passé, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. Donc voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Hein. Non, non, merci beaucoup. Mais comme Claude, je suis un petit peu dans le théâtre, c'est quelque chose qui me tient à cœur, Bien parce sûr. que voilà, la censure. Bien sûr. Merci Claude, de toute façon tu as dit exactement ce que je souhaitais dire. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à la question. Je ne voulais surtout pas une conclusion normative, mais plutôt une maïotique qui permette de faire accoucher cette discussion, et puis de terminer sur cette citation de communication, parce que c'est ça qui compte. C'est oui, Romu.
Merci. Non, merci pour ta conférence. Je voulais juste poser la question de savoir si, finalement, la question de savoir si on peut rire de tout ou pas avec n'importe qui, ne vient pas du fait que la question du rire est devenue quelque chose de sérieux, alors qu'au départ, ça n'est pas sérieux du tout. Quand on prend Rabelais, en fait, je crois une des choses à laquelle je pensais en t'écoutant, c'est que Rabelais, quand il fait rire, il pense d'abord à l'alcool. C'est au buveur. Et je pense qu'un des problèmes justement du rire, c'est ça, c'est qu'il faudrait d'abord boire bien avant de rigoler. Si on cesse de boire, alors on ne rigole plus du tout. Et il me semble que le vrai problème, c'est qu'on a pris les caricatures de Charlie pour des choses sérieuses, alors qu'en fait c'était des joyeux drills. Quand on pense à quelqu'un comme Cabu, au fond, Cabu dessine pour rigoler. C'est la première des choses qui échappe. Oui, peut-être pas évident, mais Cabu dessine pour rigoler d'abord. Oui, mais si on cesse de prendre la caricature pour quelque chose qui fait rigoler, si on la prend au sérieux, alors c'est terminé. Il faudrait peut-être arrêter, quoi. Rabelais, c'est ça, c'est le rire. Et c'est l'alcool, c'est joyeux, voilà. Et si on déborde de ce cadre-là, il vaut mieux qu'on ne fasse plus la caricature. Oui, absolument. Merci. Oui, parce que en fait, la question, déjà aussi, peut-on rire de tout, est orientée. Elle est normalisée, hein, d'une certaine manière. C'est pas du tout un rieur qui posera cette question. C'est celui qui voudra l'empêcher ou qui voudra trouver des bornes. Juste un petit mot. La caricature, c'est pas seulement le rire. Il y a beaucoup de caricatures qui ne visent absolument pas à faire rire. Il y a des caricatures qui visent à caricaturer, à critiquer, à charger, pas du tout pour faire rire. Donc c'est... Non mais j'y insiste un tout petit peu, c'est parce que je pense à Rabelais et au carnaval. Le carnaval, c'est quoi? C'est bien exactement ça. C'est fait pour rigoler. En fait, on va prendre le Vaval, on va le mettre au feu, mais on rigole d'abord. Et on boit beaucoup d'alcool. Je crois qu'en fait, on a oublié la question de l'alcool dans l'histoire du rire. Il faudrait effectivement penser à Bacchus. S'il n'y a pas Bacchus, il n'y a pas de rire. Voilà. Et peut-être que les musulmans ne boivent pas l'alcool, alors du coup, ils prennent tout au sérieux. Mais en fait, c'est quand même ça le véritable problème. Oui, je voulais parler de Bacchus, des fêtes bachiques, etc. Mais merci de les avoir ajoutés. In vino veritas. Je voulais juste ajouter une chose, le paradoxe en fait que tu as mentionné quelque part, qui est celui de l'héroïfication des Charlie, qui ne l'aurait sans doute jamais souhaité, même si maintenant Charlie arrive à l'autodérision nécessaire pour pouvoir combattre cette héroïfication. Mais tu as bien mentionné effectivement que le héros s'oppose quelque part à la purge du rire, parce qu'il y a une fixation dans l'inconscient collectif. Donc évidemment, si on prend par exemple l'image de Jeanne d'Arc, elle a évolué, mais l'évolution est extrêmement lente. Il y a quand même une idée de... le rire, c'est ce qui permet le mouvement, donc ce qui permet effectivement la réflexion et non pas la fixation. Et donc politiquement, et là on revient à Bakhtin aussi, c'est quand même extrêmement important de préserver cet espace, quelles qu'en soient les conditions, à partir du moment où les gens sont capables de dire oui, j'achète ou je n'achète pas. Moi je reviens quand même à cette chose fondamentale. Je suis extrêmement libertaire peut-être, mais si ça ne vous plaît pas, vous n'achetez pas. On n'a pas parlé de Dieudonné ici, ce serait un autre débat. Laissons-le faire ses spectacles et n'y allez pas si vous n'êtes pas content. Je voulais juste poser une question sur les types de rire, parce que je pense qu'il y a plusieurs. Et par exemple, je pense que vous avez dit que... Non, c'est Rabelais qui a dit que le rire, c'est la vérité. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on rit pour se cacher, pour créer un masque aussi? Le rire politiquement correct, le sourire politiquement correct. Oui. Oui. Je réfléchis. Le personnage personnage. Oui, c'est ça. Oui. Le personnage concret, c'est le masque. Excuse-moi, je ne voulais pas répondre à ta place, non, bien sûr. Il faut quand même dire ça. Et l'hypocritos, c'est l'acteur aussi. L'étymologie est bien, effectivement, pour répondre à tout ça.